il y a des films qui arrivent avec une histoire à raconter. Et puis il y a Michael qui arrive avec un fantôme derrière lui. Pas un petit fantôme discret, non. Un fantôme immense, planétaire, presque impossible à regarder en face, sans être submergé par les souvenirs, les chansons, les images, les scandales, les clips, les gants blancs, les cris dans les stades, les pas de danse que tout le monde croit connaître, même sans jamais les avoir vraiment appris. Raconter Michael Jackson au cinéma, ce n'est pas simplement faire un biopic musical. Ce n'est pas juste montrer un enfant prodige, puis une star adulte, puis une légende mondiale. C'est essayer de mettre de l'ordre dans une vie qui, pour beaucoup de gens, ressemble à un mélange étrange de contes de fées, de cauchemars médiatiques, de génie artistique et de solitude absolue. Et c'est justement pour ça que Michael, le film d'Antoine Fuqua, est un objet aussi fascinant avant même qu'on parle de mise en scène ou de performance. Ce qui frappe d'abord, c'est le poids de l'attente. Parce que Michael Jackson n'est pas seulement un chanteur célèbre, il appartient à cette petite catégorie d'artistes dont l'image a dépassé la musique. Même quelqu'un qui n'a jamais écouté un album entier de lui reconnaît le chapeau incliné, les chaussettes blanches, la silhouette qui glisse en arrière, le cri aigu qui traverse une chanson comme une signature. Et quand un film décide de prendre cette matière-là, il ne touche pas seulement à une carrière, il touche à une mémoire collective. Pour le public français, cette mémoire est particulière. Michael Jackson, en France, ce n'était pas seulement une star américaine qu'on regardait de loin. C'était une présence dans les émissions de télévision, dans les clips diffusés en boucle, dans les chambres d'adolescents, dans les cours d'école, où l'on essayait de refaire le moonwalk sur du carrelage trop accrocheur. Même ceux qui étaient trop jeunes pour vivre les années 80 en direct ont hérité de son image par les rediffusions, les hommages, les documentaires, les débats familiaux. C'est rare. Un artiste qui traverse les générations comme ça. Le film Michael arrive donc dans un contexte très délicat. D'un côté, il y a l'envie de retrouver l'énergie pure de l'artiste, cette folie de précision qui faisait de chaque performance un événement. De l'autre, il y a la conscience que cette histoire ne peut pas être complètement innocente. Michael Jackson, c'est aussi une vie marquée par des blessures, des accusations, des zones d'ombre, des récits contradictoires et une relation compliquée avec la célébrité. Le cinéma, face à ça, marche sur une corde tendue. Antoine Fuqua n'était pas forcément le nom que tout le monde attendait pour un tel projet. On le connaît surtout pour une énergie de cinéma très physique, très tendue, souvent liée au thriller, à l'action, aux personnages sous pression. Avec Michael, il ne filme pas un policier dans une ville dangereuse ou un homme en mission. Il filme un artiste qui devient lui-même une sorte de champ de bataille. Et finalement, ce choix a une logique. La vie de Michael Jackson, surtout dans la période que le film explore, est traversée par la pression, la discipline, la peur de l'échec, la nécessité d'être parfait avant même d'avoir le droit d'être adulte. Le film choisit de commencer par la naissance d'un phénomène. Pas seulement la naissance d'un chanteur, un phénomène familial, industriel, médiatique, le jeune. Michael n'apparaît pas comme un enfant ordinaire qui découvre par hasard qu'il sait chanter. Il apparaît presque tout de suite comme quelqu'un que les adultes autour de lui regardent avec une intensité particulière. Son talent devient une promesse, mais aussi une charge. C'est là que l'histoire commence à devenir troublante. Parce qu'un enfant qui possède une voix exceptionnelle peut faire rêver le monde, mais il peut aussi perdre très tôt le droit d'être simplement un enfant. Et cette idée, le film la place au cœur de son récit. Michael ne se contente pas de dire que la célébrité est difficile. Ça, on l'a déjà entendu 1000 fois. Le film montre plutôt comment la célébrité peut devenir une langue maternelle. Michael Jackson n'apprend pas d'abord à vivre, puis à devenir célèbre. Il grandit à l'intérieur même du spectacle. La scène, les répétitions, les caméras, les regards du public, les exigences du père, tout cela forme autour de lui une sorte de maison invisible. Une maison brillante, oui, mais une maison dont les portes ne s'ouvrent pas facilement. Le choix de Jafar Jackson dans le rôle principal donne évidemment au film une dimension presque vertigineuse. Ce n'est pas seulement un acteur qui interprète une icône, c'est un membre de la famille Jackson qui se glisse dans la peau de son oncle. Dès qu'on sait cela, notre regard change. On ne regarde plus seulement la ressemblance physique ou la précision des mouvements. On regarde aussi quelque chose de plus intime,
même si le film ne peut jamais vraiment nous dire où s'arrête le travail d'acteur et où commence l'héritage familial. C'est là que la performance devient plus qu'une imitation. Parce que le grand danger d'un film comme Michael, c'est justement l'imitation. Tout le monde peut reconnaître les gestes, tout le monde sait à quoi doit ressembler le chapeau, la veste, le gant, l'inclinaison du corps. Mais si le film se contentait de reproduire ces signes, il deviendrait un musée de cire avec de la musique. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre les gestes. Le silence avant une chanson, la respiration après une répétition, la façon dont un visage peut sourire au public tout en gardant une tristesse ailleurs, dans un coin du regard. Dans cette première approche, Michael semble vouloir installer une question simple, mais énorme. Comment un être humain devient-il une image plus grande que lui-même? On connaît la légende, bien sûr. On connaît les records, les albums, les clips, les concerts. Mais le film cherche à revenir à ce moment où la légende n'est pas encore figée. Quand Michael n'est pas encore le roi de la pop, mais un garçon incroyablement doué, qui commence à comprendre que son talent peut ouvrir toutes les portes, sauf peut-être celle d'une vie normale. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est qu'elle parle aussi de nous, spectateurs. Nous aimons les artistes exceptionnels, mais nous leur demandons parfois une chose impossible, rester humains tout en étant plus grands que nature. On veut qu'ils nous éblouissent, qu'ils se renouvellent, qu'ils ne vieillissent pas trop vite, qu'ils ne déçoivent jamais, qu'ils soient mystérieux mais accessibles, fragiles mais toujours performants. Michael Jackson a vécu cette contradiction à un niveau presque inimaginable. Et le film, dans ses meilleurs moments, semble comprendre que la vraie tragédie n'est pas seulement dans ce qui arrive à l'artiste. Elle est aussi dans ce que le monde attend de lui. Le parcours montré ici avance donc comme une montée. D'abord le groupe familial, puis la révélation Motown, puis l'idée que ce petit garçon a quelque chose que les autres n'ont pas. Ensuite viennent les tensions, les ambitions, les décisions qui séparent peu à peu Michael de son entourage. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un succès, c'est l'histoire d'une séparation progressive. Plus Michael devient visible pour le monde entier, plus il semble s'éloigner des liens qui l'ont construit. La famille l'a porté jusqu'à la scène, mais la scène finit par l'arracher à la famille. Et dans un biopic musical, cette idée est très importante, car les chansons ne sont pas là uniquement pour faire plaisir aux fans. Elles deviennent des étapes dramatiques. Une chanson peut marquer une conquête, une rupture, une transformation. Quand un artiste passe de l'enfance à l'âge adulte, de la voix de groupe à la voix solo, de la télévision américaine aux stades mondiaux, la musique raconte ce que les dialogues ne peuvent pas toujours expliquer. Elle montre l'ambition avant même que le personnage la formule. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Michael arrive après plusieurs grands biopics musicaux qui ont marqué le public. On pense forcément à Bohemian Rhapsody, à Elvis, à Rocketman. Chacun de ces films posait la même question à sa manière. Comment transformer une carrière connue en récit de cinéma? Avec Michael Jackson, la difficulté est encore plus grande, parce que son image est peut-être l'une des plus documentées de l'histoire de la pop. Il existe déjà des archives, des concerts filmés, des interviews, des documentaires, des analyses, des souvenirs de fans. Le film doit donc trouver sa place dans un océan d'images qui existait avant lui. Et c'est là que le regard européen devient intéressant. En France, on a souvent une relation un peu méfiante avec les biopics très officiels, surtout quand ils semblent trop proches des ayants droit ou trop respectueux de la légende. On aime les hommages, oui, mais on aime aussi sentir une vraie distance, une complexité, une liberté de regard. Michael est donc accueilli avec une double curiosité. D'un côté, l'envie de revivre la puissance d'un artiste qui a marqué la planète. De l'autre, la question de savoir jusqu'où le film ose vraiment aller. Cette tension accompagne chaque promesse du projet. Quand un film dit qu'il va montrer Michael Jackson comme jamais auparavant, il soulève immédiatement une attente énorme. Qu'est-ce que cela veut dire, vraiment? Montrer l'enfant derrière la star? Montrer l'artiste au travail? Montrer la douleur derrière la perfection? Montrer les coulisses d'un système familial et musical qui fabrique des prodiges, mais laisse des traces profondes? Peut-être un peu tout cela. Mais cette formule a aussi ses limites, parce qu'un être humain ne se révèle jamais totalement dans un film de 2 heures, surtout quand sa vie a été aussi scrutée, racontée, défendue et contestée. Pourtant,
Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique dans cette tentative. Même si l'on connaît déjà les grandes étapes, même si l'on arrive avec ses propres opinions, ses propres souvenirs, ses propres réserves, on reste attiré par cette question. Comment raconter un homme que le monde a transformé en symbole? Et surtout, comment raconter un symbole sans écraser l'homme qui se trouve dessous? C'est peut-être là que Michael trouve son point de départ le plus fort. Le film ne peut pas tout résoudre. Aucun biopic ne le pourrait. Mais il peut nous ramener à l'origine du vertige. Un enfant sur scène, une voix qui dépasse son âge, un public qui applaudit, une famille qui comprend que quelque chose d'immense vient de commencer. À partir de ce moment-là, tout devient possible. Le rêve, la gloire, la richesse, la solitude, la métamorphose. Et derrière chaque projecteur, il y a déjà une question qui grandit doucement. Qu'est-ce que cela coûte d'être aimé par le monde entier? Dans la suite, il faudra donc revenir au commencement, pas au mythe déjà formé, mais à la maison, aux frères, aux répétitions, à la discipline, à cette période où Michael Jackson n'était pas encore une légende mondiale, mais un enfant dont la voix allait changer le destin de toute une famille. Et c'est souvent dans ces débuts-là que les grandes histoires cachent leurs blessures les plus profondes. Pour comprendre Michael, il faut revenir à un endroit beaucoup moins lumineux que les scènes immenses et les projecteurs dorés. Il faut revenir à Gary, dans l'Indiana, une ville industrielle, dure, ouvrière, où la famille Jackson vit dans une maison modeste, loin du glamour que l'on associera plus tard à leur nom. Avant les clips, avant les records, avant les costumes brillants, il y a une maison pleine d'enfants, de bruit, de tension, de musique et surtout d'ambition. Cette partie de l'histoire est essentielle parce qu'elle montre que Michael Jackson ne surgit pas de nulle part. Il grandit dans une famille où la musique est déjà présente, mais où elle devient rapidement autre chose qu'un simple plaisir. Chez les Jackson, la musique devient une possibilité de sortie, une porte, peut-être la seule, dans un environnement où les perspectives sont limitées, où le travail à l'usine domine l'horizon. Le talent des enfants commence à ressembler à une chance presque miraculeuse. Joe Jackson, le père, occupe ici une place centrale. Et c'est une place difficile à raconter, parce qu'elle mélange plusieurs vérités qui ne s'annulent pas. D'un côté, il a vu le potentiel de ses fils avant beaucoup d'autres. Il les a organisés, poussés, encadrés, présentés là où il fallait. Sans cette détermination, les Jackson 5 n'auraient peut-être jamais quitté Gary. Mais de l'autre côté, cette même détermination s'accompagnait d'une discipline sévère, parfois brutale, que Michael évoquera plus tard comme une source de peur et de douleur. Le film ne peut pas éviter cette contradiction. Joe Jackson n'est pas simplement le méchant d'un conte familial, il est aussi le moteur d'une ascension. Mais ce moteur fonctionne à une température dangereuse. Les répétitions ne sont pas seulement des moments d'apprentissage, elles ressemblent parfois à des épreuves. Les enfants ne chantent pas seulement pour s'amuser, ils doivent être bons, puis meilleurs, puis parfaits. Et pour Michael, qui est encore très jeune, cette exigence va entrer profondément dans sa manière de se voir lui-même. Ce qui frappe dans cette enfance, c'est la vitesse à laquelle le jeu disparaît. Un enfant normal chante, danse, se trompe, recommence, rit de ses erreurs. Michael, lui, apprend très tôt que l'erreur a un prix. Quand on grandit sous un regard aussi exigeant, le talent devient presque une obligation morale. On ne se contente pas d'avoir une belle voix, on doit la mériter chaque jour. On doit prouver qu'on est spécial. Et cette idée, chez un enfant, peut être à la fois un carburant et une blessure. Les Jackson 5 commencent donc comme un groupe familial, mais très vite, Michael attire l'attention d'une manière particulière. Il est le plus jeune, ou presque, mais il possède une présence que les adultes remarquent immédiatement. Sa voix a cette chose étrange, elle est enfantine, bien sûr, mais elle porte déjà une intensité d'adulte. Quand il chante, on a l'impression qu'il comprend des émotions qu'il ne devrait pas encore connaître. C'est peut-être ça qui bouleverse autant. Il ne se contente pas de chanter juste. Il fait croire à une histoire. Et dans un groupe comme les Jackson 5, cette différence change tout. Les frères forment l'ensemble, ils créent l'énergie, la structure, le mouvement collectif. Mais Michael devient peu à peu le point magnétique, celui que le regard cherche, celui dont le sourire, la voix et les gestes donnent au groupe son identité immédiate. C'est merveilleux pour la carrière. Mais pour une famille, c'est aussi une source de déséquilibre.
Quand un enfant devient le centre d'un projet collectif, les liens familiaux ne restent jamais tout à fait simples. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup de gens oublient quand ils regardent cette période avec nostalgie. Motown n'était pas seulement un label. C'était une machine culturelle, une fabrique d'élégance, de tubes, d'images, de chorégraphies, de disciplines professionnelles. Entrer chez Motown pour les Jackson 5, c'est entrer dans une école du spectacle à très haut niveau. On ne leur demande pas seulement de chanter, on leur apprend comment se tenir, comment sourire, comment parler, comment séduire une caméra, comment devenir acceptable et irrésistible pour un immense public américain. Et là, Michael découvre une autre forme de contrôle. À la maison, il y a le contrôle familial. Chez Motown, il y a le contrôle industriel. L'artiste devient une image à construire. Les chansons, les costumes, les apparitions télévisées, les interviews, tout doit correspondre à une vision précise. Les Jackson 5 sont vendus comme une explosion de fraîcheur, d'énergie, de joie. Et c'est vrai qu'ils dégagent cela. Mais derrière cette joie, il y a une organisation énorme. Rien n'est laissé au hasard. C'est ce contraste qui rend cette partie de l'histoire si touchante. À l'écran, le jeune Michael peut apparaître comme une boule de lumière. Il chante, il danse, il sourit, il capte l'attention avec une facilité presque surnaturelle. Mais dans les coulisses, cette lumière est entretenue par un travail acharné. Les répétitions s'enchaînent, les obligations s'accumulent, les déplacements deviennent une routine. L'enfance se transforme en calendrier. Et quand un enfant vit selon un calendrier d'adulte, quelque chose se dérègle forcément. Il faut imaginer ce que représente la télévision à cette époque. Avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant YouTube, passer à la télévision pouvait changer une vie en une soirée. Le public découvre les Jackson 5 comme un phénomène joyeux, accessible, familial. Pour beaucoup de téléspectateurs, Michael est immédiatement attachant. Il a ce mélange rare de professionnalisme et d'innocence. Il sait déjà tenir une scène, mais son visage rappelle encore qu'il devrait être ailleurs, peut-être dans une cour d'école, peut-être en train de vivre une enfance moins surveillée. Le film, dans cette phase, a donc une mission délicate, montrer l'émerveillement sans cacher le coup, car il serait injuste de raconter les débuts des Jackson 5 uniquement comme une tragédie. Il y a de la joie, évidemment. Il y a des chansons qui donnent envie de bouger, des succès qui changent le destin d'une famille entière, des moments où le rêve semble vraiment se réaliser. Mais il serait tout aussi faux de raconter cela comme une simple success story américaine. La réussite arrive vite et justement, elle arrive peut-être trop vite. Ce qui est fascinant, c'est que Michael apprend très tôt à lire le public. Il comprend le rythme d'une chanson, mais aussi le rythme d'une salle. Il sait quand sourire, quand bouger, quand laisser sa voix monter, quand provoquer l'excitation. Cette intelligence scénique n'est pas seulement technique, elle est presque instinctive. Certains artistes travaillent toute une vie pour obtenir ce rapport-là avec le public. Lui semble l'avoir avant même d'avoir grandi. Et cette précocité nourrit le mythe. Mais elle pose aussi une question intime. Que devient un enfant quand il comprend trop tôt ce que les adultes attendent de lui? La dynamique familiale devient alors de plus en plus complexe. Les frères partagent une aventure extraordinaire, mais Michael se détache progressivement, pas forcément par volonté de dominer, plutôt parce que l'industrie elle-même le pousse au centre. Les producteurs, les journalistes, le public, tout le monde commence à parler de lui comme du joyau du groupe. Et quand un groupe familial repose sur un équilibre fragile, ce type d'attention peut créer des fissures invisibles. Personne n'a besoin de le dire clairement, tout le monde le sent. Dans le même temps, Michael absorbe. Il observe les grands artistes, les musiciens, les chorégraphes, les émissions, les réactions du public. Il devient une éponge artistique. Ce détail est fondamental parce qu'on a souvent tendance à présenter le génie comme quelque chose de magique, tombé du ciel. Mais chez Michael Jackson, le génie est aussi une accumulation. Il regarde, il écoute, il copie, il transforme, il perfectionne. Il prend des éléments partout et les mélange jusqu'à créer plus tard une identité impossible à confondre avec une autre. Et si on regarde bien, les graines du Michael adulte sont déjà là. Le sens du détail, la peur de ne pas être assez bon, l'obsession de l'impact. Le désir de plaire au public, mais aussi celui de le dépasser, de le surprendre, de le faire crier plus fort que la fois précédente. La scène devient son langage principal.
Quand la parole intime est compliquée, quand la famille est tendue, quand les adultes décident beaucoup de choses à votre place, la performance peut devenir le seul endroit où vous avez l'impression d'exister pleinement. Voilà pourquoi les années Jackson 5 ne sont pas juste le premier chapitre avant les grandes années solo. Elles sont la matrice de tout. Elles contiennent déjà le charme, la douleur, l'exigence, l'enfermement, la gloire et cette étrange solitude au milieu du bruit. Michael est entouré de ses frères, de ses parents, de musiciens, de producteurs, de fans. Pourtant, plus il devient célèbre, plus on devine qu'une distance se creuse autour de lui. La foule l'adore, mais l'adoration n'est pas la même chose que la compréhension. C'est peut-être ce que le film cherche à faire sentir avec le plus de force. Avant d'être une icône, Michael Jackson a été un enfant regardé par trop de monde, trop tôt. Un enfant dont le don a fait rêver des millions de personnes, mais qui a aussi transformé sa vie en trajectoire publique. Et quand une vie devient publique dès l'enfance, elle laisse rarement la personne intacte. La suite de son parcours va donc ressembler à une émancipation, mais une émancipation compliquée. Quitter l'image du petit prodige, trouver sa propre voie, devenir un artiste adulte, prendre le contrôle de son corps, de son son, de son style, de son ambition. Rien de cela ne se fera simplement, parce que pour devenir Michael Jackson, la superstar mondiale, il devra d'abord sortir de l'ombre du groupe qui l'a révélé. Et cette transformation-là, plus encore que le succès, va redessiner entièrement son destin. Quand on apprend que Ja'Afar Jackson incarne Michael Jackson dans le film, la réaction est presque immédiate. On se dit, bien sûr, qui d'autre pourrait porter ce rôle avec autant de proximité familiale? Et en même temps, cette évidence cache un piège énorme. Parce qu'être de la famille ne suffit pas. Ressembler ne suffit pas. Avoir le nom Jackson ne protège pas contre l'exigence du public. Au contraire, cela l'augmente. Ja'Afar Jackson arrive dans le film avec un poids que peu d'acteurs connaissent. Il ne joue pas simplement une célébrité. Il joue son oncle, un homme dont l'image est gravée dans la culture mondiale, mais aussi un membre d'une famille réelle, avec ses souvenirs, ses blessures, ses fidélités, ses silences. Pour un acteur extérieur, le défi aurait été immense. Pour lui, il devient presque intime. Il doit incarner une légende, sans donner l'impression de faire une copie. Et il doit honorer une mémoire familiale, sans transformer le film en portrait trop lisse. Ce qui rend cette performance si délicate, c'est que tout le monde croit déjà connaître Michael Jackson. Même avant la première scène, le spectateur arrive avec une bibliothèque d'images dans la tête. Il connaît la silhouette de Thriller. Il connaît les lunettes noires. Il connaît le geste du chapeau. Il connaît la façon dont Michael inclinait légèrement le corps, comme si la gravité ne s'appliquait pas à lui de la même manière qu'aux autres. Alors Ja'Afar ne peut pas simplement proposer son interprétation libre, il doit négocier avec les souvenirs du monde entier. Mais c'est aussi là que son choix devient passionnant, parce qu'il y a une différence entre imiter un artiste et comprendre le langage de son corps. Beaucoup de gens peuvent apprendre une chorégraphie, beaucoup peuvent reproduire des mouvements avec précision. Mais Michael Jackson, sur scène, ne dansait pas seulement avec ses jambes ou ses bras. Il dansait avec des ruptures, des arrêts, des impulsions, des silences. Il donnait l'impression que chaque mouvement avait une intention dramatique. Même un simple pas pouvait ressembler à une phrase. Ja'Afar doit donc travailler sur plusieurs couches à la fois. Il y a la voix, bien sûr, la posture, le regard, le rythme, la tension dans les épaules, la manière de se déplacer dans une pièce quand il n'est pas encore sur scène. Mais il y a aussi ce qui ne se voit presque pas. La timidité, la nervosité, la douceur dans certaines interactions, l'extrême concentration lorsqu'il entre dans un moment de travail. C'est souvent là qu'un biopic gagne ou perd sa crédibilité, pas dans les grandes scènes iconiques, mais dans les secondes minuscules entre deux grands moments. Le public peut pardonner une légère approximation dans un costume. Il pardonne beaucoup moins une fausse énergie. Si l'acteur joue Michael Jackson comme une statue célèbre, le film s'effondre. S'il le joue seulement comme un artiste fragile, il manque la puissance. S'il insiste trop sur le génie, il risque d'effacer l'être humain. S'il insiste trop sur la douleur, il risque d'éteindre la magie. La difficulté est là, tenir ensemble l'enfant prodige, le travailleur obsessionnel, l'homme timide, la star qui électrise les foules, et l'individu enfermé dans une image gigantesque. Il y a un aspect de ce film qu'on n'aborde presque jamais au premier regard.
Ja'afar Jackson doit aussi jouer quelqu'un qui a passé sa vie à se jouer lui-même. Michael Jackson n'était pas seulement filmé sur scène, il construisait son image avec une précision extrême. Il savait que chaque apparition, chaque costume, chaque geste pouvait devenir une icône. Cela veut dire que l'acteur doit interpréter un homme qui, lui-même, interprète déjà une version publique de sa personne. C'est un jeu de miroir. Et dans un jeu de miroir, la moindre fausse note se voit immédiatement. Ce choix de casting donne également au film une sorte de légitimité émotionnelle. On sent que la production veut dire « cette histoire vient de l'intérieur ». Elle n'est pas racontée par des étrangers qui observent la famille Jackson de loin. Elle est portée par quelqu'un qui appartient à cet héritage. Pour les fans, cela peut être rassurant. Pour les spectateurs plus critiques, cela peut aussi poser une question. Est-ce que cette proximité permet plus de vérité ou est-ce qu'elle rend certaines zones plus difficiles à regarder? C'est une vraie question. Dans les biopics autorisés ou proches des familles, il y a souvent une tension entre l'accès et la liberté. Plus on a accès aux archives, aux proches, aux droits musicaux, plus on peut recréer les moments avec précision. Mais plus on est proche de la mémoire familiale, plus certains angles deviennent sensibles. Le film Michael se trouve exactement dans cette situation. Il a la chance d'approcher la musique, l'image et l'univers de Michael Jackson avec une force que peu de projets pourraient obtenir. Mais cette force vient aussi avec une responsabilité énorme. Pour Ja'afar, cette responsabilité se voit dans la manière dont chaque scène semble devoir répondre à deux publics différents. Il y a le grand public qui veut ressentir la présence de Michael, vibrer devant les performances, retrouver quelque chose de l'énergie originale. Et puis il y a les fans les plus attentifs, ceux qui connaissent les interviews, les détails de costumes, les gestes de concert, les changements d'attitude selon les périodes. Ceux-là ne regardent pas seulement un film, ils examinent, ils comparent, ils reconnaissent ou rejettent. Face à cela, l'acteur ne peut pas gagner uniquement par la ressemblance. Il doit faire oublier l'effort. C'est peut-être la chose la plus difficile. Quand on regarde une performance, dans un biopic musical, on peut sentir parfois l'acteur en train de prouver qu'il a beaucoup travaillé. On voit les heures de répétition, on voit la volonté de bien faire. Mais le vrai miracle, c'est quand ce travail disparaît, quand on ne pense plus à la technique et qu'on se laisse porter par le personnage. Avec Michael Jackson, atteindre cet état est presque impossible parce que l'original est trop connu. Et pourtant, c'est précisément ce que le film doit tenter. Ce détail de production est fascinant. Et voici pourquoi. Le rôle exige une forme d'endurance émotionnelle autant que physique. Recréer des performances demande une préparation de danseur. Mais incarner les périodes plus intimes demande autre chose. Il faut montrer la solitude sans la souligner trop lourdement. Il faut faire sentir la pression sans transformer chaque scène en drame permanent. Il faut laisser exister les moments de joie parce que Michael Jackson n'était pas seulement une figure tragique. Il était aussi un artiste qui semblait sincèrement habité par le plaisir de créer. Cette nuance est essentielle. Un biopic qui ne montrerait que la souffrance trahirait une partie de l'histoire. Car ce qui a rendu Michael Jackson si puissant, c'est aussi la joie explosive de son art. Les clips, les pas de danse, les refrains, les arrangements, tout cela porte une énergie de fête, de spectacle, d'invention. Même quand les thèmes deviennent plus sombres, il y a chez lui une volonté de faire ressentir quelque chose de physique au public. On ne regarde pas seulement Michael Jackson, on le ressent dans le corps. Et Ja'afar doit retrouver cette sensation. Pas seulement faire un pas exact au bon moment. Il doit donner l'impression que la musique traverse le personnage, avant même que le mouvement commence. Chez Michael, le corps semblait souvent réagir à un rythme intérieur. Comme si la chanson existait déjà dans ses nerfs avant d'arriver jusqu'à nous. Pour un acteur, c'est une montagne, parce que ce genre de présence ne se fabrique pas uniquement avec des cours. Il faut comprendre le rapport entre contrôle et abandon. Michael Jackson avait l'air totalement libre, mais cette liberté venait d'une discipline féroce. Le film peut alors utiliser Ja'afar comme un pont entre deux réalités. D'un côté, la reproduction nécessaire du mythe, les scènes que tout le monde attend, les moments où l'on veut reconnaître l'artiste. De l'autre, les instants où le personnage existe hors de l'icône, quand il parle, écoute, doute, observe, se replie.
Et c'est peut-être dans ces moments calmes que la performance devient la plus importante. Parce que les grandes chansons appartiennent déjà à l'histoire. Les silences, eux, appartiennent au cinéma. Il faut aussi parler de l'émotion étrange que provoque cette filiation. Voir un neveu jouer son oncle, c'est voir une famille regarder son propre passé à travers un acteur qui porte le même nom. Cela crée une résonance que le public ressent même sans la formuler. Il y a quelque chose de presque cérémoniel dans ce geste. Comme si le film ne cherchait pas seulement à raconter Michael Jackson, mais à le faire revenir quelques instants dans un corps issu de la même lignée. C'est beau, mais c'est aussi vertigineux. Et pourtant, cette beauté peut devenir dangereuse si elle empêche la complexité. Le spectateur ne veut pas seulement un hommage. Il veut sentir une présence vivante, contradictoire, parfois difficile à saisir. Michael Jackson a fasciné justement parce qu'il n'était jamais simple. Il pouvait paraître fragile dans une interview et absolument dominateur sur scène. Il pouvait chercher la douceur dans son image publique et créer des performances d'une précision presque agressive. Il pouvait être l'artiste le plus populaire du monde et donner parfois l'impression d'être coupé du monde ordinaire. C'est cette contradiction que Jaafar doit porter. Et si le film fonctionne pour beaucoup de spectateurs, ce sera probablement parce qu'il parvient, au moins par moments, à faire oublier la question de la ressemblance, à nous faire regarder non pas un acteur qui essaye de devenir Michael Jackson, mais un personnage qui se construit sous nos yeux, qui apprend à transformer la pression en spectacle, la peur en perfection, la blessure en mouvement. Dans la suite, il faudra regarder comment Antoine Fuqua met tout cela en scène, parce qu'une performance, même forte, ne vit jamais seule. Elle dépend de la caméra, du montage, de la musique, de la manière dont les concerts sont filmés, de la façon dont les espaces privés contrastent avec les scènes publiques. Pour raconter Michael Jackson, il ne suffit pas d'avoir le bon visage au centre de l'image. Il faut aussi trouver le bon rythme autour de lui. Et avec un artiste pareil, le rythme, c'est presque une question de survie. Avec Michael, Antoine Fuqua se retrouve face à un défi assez particulier. Comment filmer un artiste dont les images les plus célèbres sont déjà gravées dans la tête du public? Ce n'est pas comme raconter un musicien discret dont les archives seraient rares ou floues. Michael Jackson, lui, a été filmé, photographié, analysé, rejoué, parodié, célébré partout. Ses clips sont devenus des monuments de la pop. Ses concerts ont circulé pendant des décennies. Ses mouvements sont presque devenus un alphabet mondial. Alors la question de mise en scène devient tout de suite énorme. Est-ce qu'il faut copier les images connues pour donner au spectateur le plaisir de la reconnaissance? Ou est-ce qu'il faut s'en éloigner pour éviter l'effet karaoké de luxe? Le film doit faire les deux en même temps. Il doit recréer assez précisément pour que le mythe soit identifiable, mais il doit aussi trouver une respiration de cinéma, quelque chose qui ne soit pas seulement une reconstitution coûteuse d'archives que tout le monde peut déjà revoir ailleurs. C'est là que le style de Fuqua peut surprendre. On associe souvent son cinéma à la tension, au corps en mouvement, aux personnages qui doivent survivre dans des environnements hostiles. Ici, l'environnement hostile, ce n'est pas une rue dangereuse ou un champ de bataille. C'est la scène elle-même, c'est l'industrie, c'est l'attente du public. C'est cette pression invisible qui transforme chaque performance en examen mondial. Et dans cette logique, filmer Michael Jackson revient presque à filmer un athlète avant une compétition ou un combattant avant d'entrer dans l'arène. Les scènes de performance sont donc essentielles, mais elles ne peuvent pas être seulement spectaculaires. Bien sûr, on attend l'énergie, la lumière, les chorégraphies, les cris du public, la précision du corps. Mais si la caméra reste uniquement fascinée par la surface, elle manque quelque chose. Ce qui compte, c'est de montrer la mécanique intérieure derrière l'illusion. Le spectateur doit ressentir que chaque geste qui paraît naturel est le résultat d'un travail presque obsessionnel. Un pas de danse peut durer une seconde à l'écran, mais il peut représenter des années d'apprentissage, de répétition, de douleur, de correction. Ce détail change notre manière de regarder les numéros musicaux. On ne les voit plus seulement comme des moments de plaisir, mais comme des révélateurs du personnage. Quand Michael monte sur scène, il ne devient pas simplement plus spectaculaire. Il devient peut-être plus lisible. Dans la vie privée, il peut se cacher derrière une voix douce, un silence, une attitude réservée.
Sur scène, il parle avec le corps. Il affirme quelque chose. Il contrôle l'espace. Il dirige le regard de milliers de personnes sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et c'est précisément pour ça que le montage est si important. Un film musical peut facilement tomber dans deux pièges. Le premier, c'est de couper trop vite, au point de casser la danse. Le second, c'est de filmer trop largement, comme si l'on regardait simplement une captation de concert. Dans le cas de Michael Jackson, il faut respecter le corps entier, parce que sa danse se comprend souvent dans la silhouette complète. Mais il faut aussi approcher le visage, les yeux, les micro-réactions, parce que le cinéma a le droit d'aller là où le spectateur d'un stade ne peut pas aller. Ce que Fuqua doit chercher, c'est donc un équilibre entre le mythe public et l'intimité du regard. La caméra doit parfois nous donner la place du fan, emporté par la performance, et parfois, elle doit nous placer de l'autre côté du rideau, là où l'on voit l'artiste reprendre son souffle, écouter une critique, corriger un détail, s'isoler quelques secondes. C'est dans ce contraste que le film peut trouver sa vraie force. Parce que l'écart entre la scène et les coulisses raconte presque toute l'histoire. La musique, évidemment, porte une responsabilité énorme. Dans un film sur Michael Jackson, elle n'est pas un simple accompagnement, elle est le cœur battant, mais elle arrive aussi avec un problème. Les chansons sont tellement connues qu'elles peuvent écraser les scènes. Dès qu'un titre iconique commence, le spectateur ne pense plus seulement au film. Il pense à sa propre mémoire. À une fête, à une cassette, à un clip vu enfant, à une vidéo partagée, à un concert raconté par un parent. La chanson ouvre une porte personnelle, et le film doit composer avec cette émotion qui ne lui appartient pas totalement. C'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre un biopic classique et un biopic musical. Dans un drame traditionnel, la musique du film guide l'émotion du spectateur. Ici, les chansons arrivent déjà chargées d'une histoire énorme. Elles ont vécu avant le film. Elles ont traversé les radios, les télévisions, les discothèques, les mariages, les hommages, les controverses. Le rôle du réalisateur n'est donc pas seulement de les placer au bon moment. Il doit leur redonner une fonction dramatique. Pourquoi cette chanson, à cet instant précis? Que révèle-t-elle du personnage? Qu'est-ce qu'elle change dans sa trajectoire? Quand le film aborde la période où Michael cherche son autonomie artistique, la musique devient une déclaration d'indépendance. Elle dit « Je ne suis plus seulement l'enfant d'un groupe familial, je ne suis plus seulement une voix produite par une machine, je veux construire mon propre monde. » Et ce monde, chez Michael Jackson, passe par un mélange très particulier. La pop, la soul, le funk, le rock, le spectacle, la danse, l'image, le récit. Il ne pense pas seulement en chanteur, il pense en architecte de sensations. C'est pour cela que les clips sont si importants dans son héritage. Michael Jackson a compris que la musique populaire entrait dans une nouvelle époque où l'image allait devenir presque aussi décisive que le son. Un clip n'était plus seulement une publicité pour une chanson, il pouvait devenir un événement culturel. Il pouvait raconter une histoire, créer une esthétique, imposer une silhouette, transformer un refrain en souvenir visuel. Le film, forcément, doit prendre cette révolution au sérieux. Car raconter Michael sans comprendre son rapport à l'image, ce serait passer à côté de l'essentiel. Dans la mise en scène, cela peut se traduire par une attention au cadre, aux transitions, aux lumières. Les espaces privés peuvent paraître plus fermés, plus silencieux, parfois presque étouffants. Les espaces de spectacle, eux, explosent. Mais cette explosion n'est pas seulement décorative. Elle montre ce que Michael gagne et ce qu'il perd. Sur scène, il possède une puissance presque absolue. Hors scène, cette puissance ne le protège pas toujours. Le contraste est cruel. L'endroit où il semble le plus libre est aussi celui où il doit le plus correspondre aux attentes. Ce choix artistique est important parce qu'il évite de réduire Michael Jackson à une simple victime de la célébrité. Il était aussi un créateur extrêmement volontaire, quelqu'un qui voulait contrôler son art avec une intensité rare. Il ne subissait pas seulement le spectacle, il le façonnait. Il savait ce qu'il voulait provoquer. Il voulait l'émerveillement, la surprise, l'impact immédiat. Il voulait que le public se souvienne d'un geste, d'une image, d'un son. Et cette ambition, il faut la montrer sans la rendre froide, parce qu'elle naît aussi d'un désir très humain. Être aimé, être reconnu, être compris à travers ce qu'on crée. La direction de Fuqua doit donc éviter un piège très fréquent, filmer le génie comme une magie inexplicable.
C'est tentant, bien sûr. On montre l'artiste entrer dans une pièce, entendre un rythme, inventer quelque chose, et tout le monde reste bouche bée. Mais ce type de scène peut vite devenir simpliste. Le génie de Michael Jackson ne réside pas seulement dans l'inspiration soudaine. Il réside dans la répétition, la sélection, l'insatisfaction. Il entend une idée, il la polit, il la teste, il la pousse plus loin. Il cherche le petit détail qui transforme une bonne performance en moment inoubliable. Et cette obsession du détail est cinématographique en elle-même. Un réalisateur peut la faire sentir par une main qui répète un mouvement, par un regard vers un miroir, par une musique qui s'arrête brusquement, par une correction presque imperceptible. Ce sont ces petites choses qui donnent au spectateur l'impression d'entrer dans l'atelier de l'artiste. Pas seulement dans sa légende, mais dans sa méthode. Et pour un public européen habitué aux portraits d'artistes plus introspectifs, cette dimension de travail peut être très précieuse. Le film doit aussi gérer le rythme global. Une vie comme celle de Michael Jackson pourrait remplir une série entière. Choisir une période, accélérer certaines étapes, en ralentir d'autres, c'est déjà prendre position. Chaque ellipse dit quelque chose. Chaque scène retenue devient une interprétation. Si l'on passe vite sur un moment, on suggère qu'il est secondaire. Si l'on s'attarde, on invite le spectateur à y chercher une clé. Dans un biopic, le montage n'est jamais neutre. Il fabrique une mémoire. Ce qui rend Michael particulièrement complexe, c'est que cette mémoire est contestée, discutée, chargée. Certains spectateurs viennent chercher l'artiste pur. D'autres veulent que le film affronte les zones sombres. D'autres encore veulent revivre les chansons sans entrer dans les débats. Fuqua doit composer avec ses attentes contradictoires, tout en gardant un récit fluide. C'est un exercice presque impossible. Satisfaire la mémoire affective, respecter les faits, maintenir le spectacle et ne pas donner l'impression de fuir la complexité. Dans cette partie du film, la scène devient donc plus qu'un lieu. Elle devient un miroir. Quand Michael danse, le public voit la perfection, mais le film peut nous faire voir la pression derrière cette perfection. Quand il chante, le monde entend la beauté, mais le cinéma peut laisser entendre la fatigue, l'isolement, le besoin de contrôle. Et quand les applaudissements montent, la question n'est pas seulement de savoir s'il a réussi. La vraie question devient: combien de lui-même a-t-il dû donner pour provoquer ce moment? C'est là que Michael peut trouver sa vraie puissance visuelle. Pas seulement dans la reconstitution des concerts, même si ces scènes sont évidemment attendues, mais dans le dialogue entre le spectacle et le prix du spectacle. Dans la manière dont une chanson peut être à la fois une victoire et une charge. Dans la façon dont une lumière de scène peut illuminer un corps tout en laissant le reste de la personne dans l'ombre. La suite nous emmène justement vers cette ombre, car derrière la réussite, derrière le contrôle, derrière les performances qui semblent défier la fatigue et la gravité, il y a une vie privée marquée par des blessures profondes. Et pour comprendre Michael Jackson, il faut accepter que la magie et la douleur ne soient pas deux histoires séparées. Elles avancent souvent ensemble, dans le même mouvement, comme deux notes d'une même chanson. Ce qui rend Michael Jackson si difficile à raconter, c'est que sa perfection publique semble toujours cacher une inquiétude privée. Sur scène, tout paraît réglé au millimètre. Le corps obéit, la voix trouve son chemin, la lumière tombe exactement au bon endroit, le public répond comme une vague immense. Mais derrière cette image presque surnaturelle, il y a une question qui revient sans cesse. Que se passe-t-il quand un être humain doit être parfait pour continuer à être aimé? Cette question traverse Michael comme une ligne fragile. Le film ne peut pas se contenter de montrer la réussite, parce que la réussite, chez Michael Jackson, n'est jamais simplement heureuse. Elle est brillante, oui, elle est spectaculaire. Elle donne naissance à des moments de musique qui appartiennent désormais au patrimoine populaire mondial. Mais elle semble aussi nourrie par une peur profonde, la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de ne plus être assez impressionnant, de redevenir ce petit garçon observé par un père sévère, par des producteurs exigeants, par un public toujours plus affamé. Il y a quelque chose de très humain dans cette peur. Même si sa vie paraît extraordinaire, presque irréelle, la blessure qu'elle révèle est beaucoup plus simple. Beaucoup de gens connaissent cette sensation, à une échelle évidemment moins extrême, devoir être à la hauteur, devoir plaire, devoir montrer une version de soi plus solide que ce que l'on ressent à l'intérieur.
Chez Michael, cette tension devient gigantesque parce que le monde entier regarde. Le moindre geste est commenté. Le moindre changement physique devient un sujet. Le moindre silence est interprété. Le film aborde cette fragilité avec prudence. Et cette prudence est compréhensible. Quand on raconte une personne réelle, surtout une personne qui n'est plus là pour répondre, il faut éviter de transformer la douleur en spectacle. Mais il faut aussi éviter l'autre piège. Lisser la souffrance au point de la rendre invisible. Michael Jackson n'a pas seulement été une star entourée de luxe. Il a aussi été un homme qui semblait chercher sans cesse un endroit où respirer. Un endroit où il pourrait être autre chose qu'un symbole. Cette solitude est peut-être l'un des éléments les plus importants du récit. Elle ne signifie pas qu'il était physiquement seul. Au contraire, il était presque toujours entouré. Assistants, managers, musiciens, danseurs, producteurs, journalistes, admirateurs, proches, collaborateurs. Mais l'entourage n'empêche pas l'isolement. Parfois, il l'aggrave. Plus une star devient précieuse pour un système, plus les relations autour d'elle deviennent compliquées. Qui parle sincèrement? Qui protège ses intérêts? Qui protège l'artiste? Qui protège la marque? Et à partir de quel moment ces questions deviennent impossibles à séparer? Michael Jackson grandit avec une idée presque dangereuse. La scène est l'endroit où il est le plus aimé. Mais si l'amour vient surtout quand on performe, que reste-t-il quand la musique s'arrête? Voilà une question terrible, parce qu'un enfant, qui reçoit l'admiration du public avant d'avoir construit une identité intime, peut finir par associer sa valeur personnelle à l'intensité des applaudissements. Et quand les applaudissements deviennent une drogue émotionnelle, il faut toujours plus. Plus de spectacles, plus d'images, plus de perfection, plus d'étonnement. C'est là que le perfectionnisme de Michael prend une dimension presque tragique. Bien sûr, ce perfectionnisme a produit des œuvres incroyables. Sans lui, certaines performances n'auraient jamais atteint ce niveau de précision. Mais ce même perfectionnisme peut aussi devenir une prison. Quand chaque détail doit être meilleur que le précédent, quand chaque succès crée une attente encore plus haute, l'artiste n'a presque jamais le droit au repos. Il ne célèbre pas longtemps. Il pense déjà à la suite. Il cherche ce qui manque. Il corrige. Il recommence. Et le public, souvent, adore ça sans voir le prix. Nous aimons les artistes qui se dépassent. Nous applaudissons l'effort invisible quand il devient beauté visible. Mais nous oublions parfois que cette beauté peut user la personne qui la produit. Chez Michael Jackson, le corps lui-même devient un instrument de travail, un outil de scène, une signature commerciale, un objet de fascination médiatique. Chaque mouvement appartient au spectacle. Même son apparence finit par devenir un sujet mondial. C'est une forme d'exposition permanente qui dépasse largement la célébrité habituelle. Le film suggère alors une idée très forte. Michael n'a pas seulement été regardé, il a été scruté. Ce n'est pas la même chose. Être regardé, c'est faire face à un public. Être scruté, c'est sentir que le monde cherche une explication à chaque détail de vous. Votre visage, votre voix, votre peau, vos choix, vos silences, vos amitiés, vos rêves, tout devient matière à récit. Et quand la presse, les fans, les critiques et les rumeurs construisent des versions de vous en permanence, comment garder le contact avec votre propre vérité? Il faut rester très prudent ici, parce que la vie de Michael Jackson est entourée de débats sensibles. Le film n'a pas seulement affaire à une légende musicale, il a affaire à un homme dont l'image publique a été profondément bouleversée par des accusations, des controverses, des défenses passionnées et des critiques très dures. Cette complexité ne peut pas être traitée comme un simple décor dramatique, elle demande une approche mesurée, parce qu'il y a des personnes réelles, des familles, des blessures, des récits opposés, et le spectateur arrive souvent avec une opinion déjà formée. Mais dans cette partie consacrée aux blessures privées, le point le plus important n'est pas de résoudre tous les débats. Un film de cinéma ne peut pas devenir un tribunal. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est montrer comment une existence publique devient presque inhabitable. Il peut montrer la distance entre l'image adorée et la personne vulnérable. Il peut nous faire sentir qu'une célébrité extrême n'est pas seulement une récompense, mais aussi un environnement qui modifie tout. L'amitié, la famille, la confiance, le rapport au temps, le rapport au corps. Ce qui me touche particulièrement dans cette lecture, c'est la manière dont l'enfance revient toujours. Même quand Michael devient adulte,
Même quand il contrôle des scènes immenses, même quand il possède une puissance artistique rare, l'enfant prodige n'a jamais vraiment disparu. Il est là, quelque part, dans le besoin de plaire, dans la recherche de magie, dans l'attachement à l'innocence, dans la peur de la dureté du monde adulte. Le film peut alors montrer non pas une contradiction, mais une continuité. L'adulte spectaculaire porte encore les traces du garçon qui a grandi trop vite. Cette idée donne aussi un sens différent à son rapport au rêve. Chez Michael Jackson, le rêve n'est pas seulement esthétique, ce n'est pas seulement des décors féeriques, des costumes, des lumières, des images presque irréelles. Le rêve peut aussi être une protection, une manière de reconstruire symboliquement ce qui a manqué. Quand la vie réelle devient trop lourde, l'imaginaire offre un territoire où tout peut être contrôlé, adouci, transformé. C'est beau, mais c'est aussi triste, parce qu'un refuge peut devenir un labyrinthe. Dans cette perspective, les moments privés du film prennent une importance énorme. Ils permettent de ralentir, de sortir du rythme écrasant de la carrière, de regarder Michael non pas comme une machine à tubes, mais comme un homme qui cherche un langage pour exprimer ce qu'il ne peut pas dire simplement. Parfois, le silence d'un personnage raconte davantage qu'une grande scène dramatique. Un regard qui s'éloigne, une pièce trop grande, une conversation interrompue, une main qui hésite. Ce sont ces détails-là qui donnent chair à la solitude. Et pourtant, il serait trop facile de faire de Michael Jackson seulement une figure triste. Ce serait même injuste. Sa vie comporte aussi de l'humour, de la créativité, de l'amitié, de la curiosité, une vraie joie de travailler avec d'autres artistes. La douleur n'efface pas l'élan, elle cohabite avec lui. C'est ce mélange qui rend le personnage si complexe. Un être humain peut souffrir profondément et créer des moments de bonheur immenses pour les autres. Il peut être fragile et incroyablement puissant. Il peut chercher à se cacher tout en vivant au centre du monde. Le film doit donc maintenir cette tension sans la simplifier. Michael Jackson ne peut pas être réduit à une victime, ni à une icône pure, ni à une énigme médiatique. Il est tout cela à la fois, et plus encore. C'est précisément cette impossibilité de le ranger dans une case qui explique pourquoi son histoire continue de fasciner. Chaque génération le redécouvre avec ses propres questions. Les uns entendent d'abord les chansons, les autres voient les controverses. Certains cherchent le danseur, d'autres l'enfant blessé, d'autres encore l'architecte d'un spectacle moderne. Dans le contexte français et européen, cette complexité résonne d'une manière particulière. Les biopics musicaux qui marchent le mieux ici ne sont pas seulement ceux qui alignent les tubes. Ce sont ceux qui donnent le sentiment d'avoir approché une personne derrière l'image. Le public peut aimer les grandes scènes, bien sûr, mais il veut aussi comprendre le prix humain du génie. Il veut savoir ce qui se cache derrière la maîtrise. Et avec Michael Jackson, ce prix semble immense. Ce qui reste, au fond, c'est cette image presque contradictoire. Un homme capable de faire danser la planète, mais qui donne parfois l'impression de ne pas trouver sa place dans le monde ordinaire. Un artiste qui maîtrise la scène avec une précision folle, mais qui semble désarmé face à certaines violences de la vie publique. Un adulte entouré de moyens gigantesques, mais encore hanté par des manques d'enfants. Cette contradiction, le film ne peut pas la résoudre. Il peut seulement la faire sentir. Et peut-être que c'est suffisant. Parce que vouloir expliquer totalement Michael Jackson serait une erreur. Certaines vies résistent aux explications trop propres. Elles demandent plutôt une écoute attentive, une distance respectueuse, une capacité à tenir ensemble l'admiration et le malaise, la beauté et la douleur. Michael, dans cette partie intime, nous rappelle que la célébrité extrême ne transforme pas seulement une carrière. Elle transforme la texture même d'une existence. La suite nous obligera à sortir de l'intimité pour regarder les coulisses concrètes du film lui-même. Parce que raconter Michael Jackson en 2026, ce n'est pas seulement un défi artistique. C'est aussi un défi industriel, juridique et médiatique. Entre les attentes de la famille, les droits musicaux, les choix de scénarios, les controverses et les reshoots, la production de Michael raconte presque une autre histoire en parallèle. Et parfois, les coulisses d'un biopic disent autant que le biopic lui-même. Ce qui est fascinant avec Michael, c'est que les coulisses du film ressemblent presque à une deuxième intrigue. On pourrait croire qu'un biopic musical suit un chemin assez simple. On choisit un acteur, on obtient les droits des chansons, on tourne les grandes scènes,
On monte le film, puis on le présente au public. Mais ici, rien n'est simple, parce que raconter Michael Jackson, ce n'est pas seulement raconter un artiste, c'est entrer dans un territoire où se croisent la mémoire familiale, les droits musicaux, les attentes des fans, les accusations anciennes, les héritiers, les studios, les critiques, et une industrie qui sait très bien qu'elle marche sur un terrain sensible. La production de Michael a donc été observée avec une intensité inhabituelle. Avant même que le public découvre le film, chaque information sur le tournage semblait devenir un petit événement. Le choix de Jafar Jackson, la présence d'Antoine Fuqua, le scénario signé John Logan, le soutien de la succession Jackson, les dates de sortie repoussées, les rumeurs de reshoot. Tout cela a alimenté l'idée que ce film n'était pas un biopic comme les autres. Il était attendu, mais aussi surveillé. Et parfois, la surveillance médiatique autour d'un film devient presque aussi forte que le film lui-même. Le tournage principal a eu lieu en 2024, mais c'est surtout la post-production qui a attiré l'attention. Plusieurs médias américains ont rapporté que le film avait dû être retravaillé après la découverte de contraintes liées à un accord juridique ancien concernant Jordan Chandler, l'un des accusateurs de Michael Jackson dans les années 1990. Selon ces informations, certaines scènes qui abordaient les accusations devaient être retirées ou réécrites, ce qui a entraîné des reshoots coûteux et une modification importante du troisième acte. Lionsgate a contesté les récits les plus alarmistes sur un film en plein chaos, mais l'existence d'une reprise du travail autour du montage et de certaines scènes est devenue un élément majeur de la conversation publique. Cette situation dit beaucoup sur la difficulté de raconter une vie réelle au cinéma. Un film peut avoir une ambition artistique, mais il doit aussi respecter des contrats, des droits, des accords passés, des sensibilités familiales et des risques juridiques. Le spectateur, lui, voit seulement le résultat final. Il peut se demander pourquoi tel événement est présent, pourquoi tel autre manque, pourquoi une partie de la vie est traitée en détail alors qu'une autre est évitée. Mais derrière ces choix, il n'y a pas toujours seulement une intention narrative. Il peut y avoir des limites très concrètes, parfois invisibles. Et c'est là que Michael devient un cas d'école. Parce que l'omission ou la réduction de certains épisodes controversés ne peut pas être perçue comme un simple choix de rythme. Pour une partie du public, c'est une décision morale. Pour d'autres, c'est une décision juridique ou artistique. Certains diront qu'un film centré sur l'ascension musicale n'a pas l'obligation de traiter toute la vie judiciaire et médiatique. D'autres répondront qu'on ne peut pas raconter Michael Jackson sans affronter les accusations qui ont transformé son image publique. Ces deux réactions existent et elles montrent à quel point le film arrive dans un espace où l'admiration et le malaise cohabitent. Ce n'est pas anodin. Un biopic officiel ou soutenu par les ayants droit possède souvent un accès privilégié. Il peut utiliser des chansons, des images, des éléments de ressemblance, parfois des souvenirs familiaux. Mais cette proximité peut aussi produire une méfiance. Le public se demande, est-ce que le film cherche à comprendre ou à protéger une légende? Est-ce qu'il raconte une personne ou est-ce qu'il restaure une marque? Dans le cas de Michael Jackson, cette question est encore plus forte parce que son patrimoine musical reste immense, commercialement puissant et émotionnellement très chargé. Il faut être juste, cependant. Aucun film de cinéma ne peut contenir toute une vie aussi vaste. Même 3 heures ne suffiraient pas. Une existence comme celle de Michael Jackson demanderait presque une série documentaire entière, avec des voix multiples, des archives, des contradictions, des enquêtes, des témoignages. Un biopic fonctionne autrement. Il choisit un angle, une trajectoire, une émotion dominante. Le problème, c'est que lorsque les choix touchent à des accusations graves, ils ne ressemblent plus seulement à des coupes de scénarios. Ils deviennent des prises de position, même quand le réalisateur affirme chercher un équilibre. La question des reshoots est donc importante, non pas parce qu'elle prouve à elle seule quelque chose sur la qualité du film, mais parce qu'elle révèle les tensions autour du projet. Les reshoots sont fréquents à Hollywood. Beaucoup de grands films retournent des scènes après le tournage principal. Parfois, c'est pour clarifier une fin. Parfois, pour renforcer un personnage. Parfois, pour régler un problème de rythme. Mais ici, les reprises ont été interprétées à travers le prisme de la controverse Jackson. Elles ont donc pris une signification beaucoup plus lourde
que de simples ajustements techniques. Cette pression touche aussi Antoine Fuqua. En tant que réalisateur, il doit livrer un film qui fonctionne émotionnellement, musicalement et commercialement. Mais il doit aussi répondre, directement ou indirectement, à une attente de responsabilité. Chaque scène devient potentiellement lisible de deux façons, comme moment de cinéma et comme déclaration sur Michael Jackson. Une scène qui humanise peut être vue comme nécessaire par les fans ou comme trop indulgente par les critiques. Une scène qui montre une douleur peut être perçue comme profonde ou comme une manière de détourner l'attention. C'est extrêmement difficile de créer dans un tel climat. Pour John Logan, le scénariste, le défi est tout aussi complexe. Écrire un biopic, c'est construire une ligne dramatique à partir d'une vie qui, dans la réalité, ne suit jamais une structure parfaite. Il faut condenser, déplacer, sélectionner, fusionner parfois des moments ou des personnages secondaires. Mais avec Michael Jackson, cette opération devient particulièrement sensible. Le public connaît déjà beaucoup d'éléments. Les fans repèrent les écarts. Les journalistes comparent avec les archives. Les personnes concernées par les controverses demandent ce qui est laissé hors champ. Le scénario ne peut donc pas simplement être efficace. Il doit survivre au regard extérieur. Ce qui rend la production encore plus intéressante, c'est le rapport entre spectacle et contrôle. Michael Jackson, de son vivant, cherchait souvent à maîtriser son image avec une précision extrême. Le film qui lui est consacré se retrouve, lui aussi, pris dans une bataille de contrôle de l'image. Quelle version de Michael va dominer? L'artiste révolutionnaire? L'enfant blessé? La superstar mondiale? L'homme controversé? Le symbole familial? Le génie perfectionniste? Chaque version existe, mais aucune ne suffit seule, et le montage final devient en quelque sorte un choix de mémoire. Dans le débat public, certains spectateurs reprochent au film de privilégier l'hommage, d'autres estimant qu'il était temps de rappeler l'importance artistique de Michael Jackson, sans réduire toute sa carrière aux controverses. Cette division est prévisible, elle accompagne presque tout ce qui touche à son nom depuis des années, mais elle pose une question plus large sur le biopic musical moderne. Est-ce qu'un film sur un artiste doit être une célébration, une enquête, une confession, un procès, une relecture critique? La réponse dépend du projet. Mais quand le sujet est Michael Jackson, aucun choix ne paraît neutre. Il y a aussi un enjeu commercial énorme. Les chansons de Michael Jackson appartiennent à une mémoire mondiale. Elles attirent plusieurs générations. Un film comme Michael peut donc viser un public très large. Les fans historiques, les jeunes curieux, les amateurs de musique, les spectateurs de biopic, les familles qui connaissent les tubes sans connaître toute l'histoire. Mais plus le public visé est large, plus le film doit naviguer avec prudence. Trop frontal, il risque de perdre ceux qui viennent pour l'hommage. Trop lisse, il risque de perdre ceux qui attendent une vraie complexité. Et dans tout cela, la France occupe une place intéressante. Le public français connaît très bien Michael Jackson, mais la critique française aime rarement les films qui semblent trop calibrés pour protéger une icône. Elle peut admirer la performance, la musique, la reconstitution, tout en restant méfiante face à un récit trop contrôlé. C'est peut-être pour cela que la réception française se partage souvent entre émotions populaires et réserves critiques. Le spectateur peut sortir touché par certaines scènes, tandis que le critique se demande ce que le film a choisi de ne pas regarder. Ce contraste n'est pas forcément un échec. Il montre plutôt que Michael Jackson reste un sujet vivant, un sujet qui résiste encore. Les artistes consensuels produisent parfois des biopics confortables. Les artistes qui divisent produisent des films inconfortables, même quand le film tente d'être accessible. Michael appartient à cette deuxième catégorie. On ne peut pas simplement appuyer sur lecture, entendre les chansons, applaudir et repartir sans question. Même l'émerveillement vient avec une ombre. Derrière les chiffres de budget, les reshoots et les discussions juridiques, il y a donc une interrogation très simple. Qui a le droit de raconter Michael Jackson? Sa famille? Ses fans? Les studios? Les critiques? Les accusateurs? Les historiens de la pop? Le public qui a dansé sur ses chansons pendant 40 ans? Peut-être que personne ne possède entièrement cette histoire. Peut-être qu'elle est devenue trop grande, trop fragmentée, trop disputée pour appartenir à une seule voix.
Le film Michael tente pourtant de proposer sa version, une version centrée sur l'ascension, le travail, la musique, la blessure et la construction d'une icône. On peut la trouver puissante, insuffisante, émouvante, prudente, spectaculaire ou trop contrôlée. Mais on ne peut pas nier que sa production elle-même raconte quelque chose de notre époque. Aujourd'hui, faire un biopic sur une star controversée n'est plus seulement une affaire de nostalgie. C'est une négociation permanente entre mémoire, responsabilité, commerce et émotion collective. Et c'est précisément pour cela que la réception du film devient si importante. Parce qu'au fond, Michael ne se termine pas avec son montage final. Il continue dans les réactions du public, dans les critiques, dans les débats, dans les conversations après la séance. Certains y voient un hommage nécessaire à un artiste immense. D'autres y voient une occasion manquée d'affronter toute la complexité de son histoire. Et entre ces deux positions, il existe toute une zone grise, probablement la plus honnête, où l'on peut admirer la musique, tout en restant conscient des questions que le film laisse ouvertes. La prochaine étape consiste donc à regarder comment le film a été reçu, pas seulement par les fans, mais aussi par la presse, par le public français, par les spectateurs internationaux et par ceux qui s'interrogent sur la place de Michael Jackson dans la culture d'aujourd'hui. Parce qu'une œuvre comme celle-ci ne se juge pas seulement à ce qu'elle montre, elle se juge aussi à ce qu'elle provoque une fois les lumières rallumées. Quand Michael arrive enfin dans les salles, il ne sort pas comme un film ordinaire. Il arrive comme un événement que le public connaît déjà avant de l'avoir vu. Les spectateurs n'achètent pas seulement un billet pour découvrir une histoire. Ils viennent avec des souvenirs, des chansons dans la tête, des opinions déjà formées, parfois même des blessures ou des défenses passionnées. Et c'est exactement ce qui rend sa réception aussi intéressante. Le film n'a pas été simplement regardé, il a été jugé à travers tout ce que Michael Jackson représente encore aujourd'hui. Dès les premiers jours, une chose devient claire, le public répond présent, très fort. Le film réalise un démarrage massif, porté par la curiosité, la puissance de la marque Michael Jackson, la nostalgie musicale, mais aussi par l'envie de voir Ja'afar Jackson dans ce rôle presque impossible. Les chiffres sont impressionnants, surtout pour un biopic musical. On n'est pas face à un petit drame réservé aux cinéphiles. On est face à une machine mondiale, capable de remplir les salles parce qu'elle touche plusieurs générations en même temps. Ce succès commercial raconte quelque chose d'essentiel. Malgré les controverses, malgré les débats, malgré les réserves critiques, Michael Jackson reste une force culturelle énorme. Son nom attire encore. Sa musique fédère encore. Son image provoque encore une réaction immédiate. Et dans une époque où le cinéma lutte souvent pour convaincre les spectateurs de quitter leur canapé, c'est loin d'être anodin. Michael prouve que certains artistes gardent un pouvoir d'appel presque unique, même longtemps après leur disparition. Mais ce qui rend la situation plus complexe, c'est l'écart entre les réactions du public et celles d'une partie de la critique. Beaucoup de spectateurs sortent touchés, parfois euphorisés, avec le sentiment d'avoir revu une légende sur grand écran. Ils parlent de la musique, de l'émotion, des performances, de l'énergie des scènes de concert. Pour eux, le film fonctionne comme une expérience de mémoire collective. On ne regarde pas seulement un récit, on revit une époque, une sensation, un lien personnel avec des chansons qui ont accompagné des vies entières. Les critiques, elles, se montrent souvent plus prudentes, voire franchement sévères. Plusieurs reprochent au film de rester trop contrôlé, trop respectueux de son sujet, trop proche d'un hommage officiel. Le mot qui revient souvent, sous différentes formes, c'est l'idée d'un récit nettoyé, d'un portrait qui préfère l'icône à l'homme complet. Et cette critique n'est pas surprenante. Depuis le début, Michael porte une question. Peut-on raconter Michael Jackson en évitant ou en réduisant les parties les plus controversées de son histoire? C'est ici que le film divise le plus. Pour certains fans, se concentrer sur l'ascension artistique, sur la période Jackson 5, sur la transformation en superstar mondiale, est un choix légitime. Ils viennent voir l'artiste, le travail, la musique, l'impact culturel. Ils estiment que le film n'a pas à devenir un dossier judiciaire, surtout s'il se limite principalement à une période antérieure aux accusations les plus médiatisées. Pour eux, Michael redonne au public une part de magie que les débats ont parfois éclipsée. Pour d'autres spectateurs,
Au contraire, cette approche semble insuffisante. Il considère qu'un film sur Michael Jackson, même centré sur ses premières décennies, ne peut pas ignorer ce que son nom évoque désormais dans l'espace public. Le problème n'est pas seulement ce que le film raconte, mais ce qu'il choisit de ne pas raconter. Et dans un biopic, les absences parlent. Elles parlent parfois aussi fort que les scènes présentes. Quand une œuvre contourne une zone sensible, le public le remarque, surtout quand cette zone fait partie de la perception actuelle du personnage. En France, cette tension est particulièrement visible. Le public français a une longue histoire avec Michael Jackson. Ses clips, ses concerts, ses passages télévisés, ses albums ont marqué plusieurs générations. Mais la critique française est souvent méfiante envers les biopics trop lisses, surtout quand ils semblent validés ou protégés par l'entourage de la star. Elle peut admirer le spectacle tout en questionnant le point de vue. Elle peut reconnaître la puissance d'une performance tout en regrettant le manque de contradiction. C'est une réception en deux temps. Le cœur répond, mais l'esprit interroge. Et ce contraste n'est pas forcément mauvais pour le film. Au contraire, il montre que Michael Jackson reste un sujet vivant. Un film vraiment indifférent disparaît vite des conversations. Michael, lui, provoque des discussions. On parle de Jafar, on parle des chansons, on parle de ce qui manque, on parle de ce que le film ose ou n'ose pas dire. Même les critiques négatives participent à l'événement parce qu'elles rappellent que cette histoire n'est pas fermée. Elle continue de déranger, de fasciner, de diviser. Ce qui semble mettre beaucoup de monde d'accord, en revanche, c'est la performance de Jafar Jackson. Même les avis plus réservés reconnaissent souvent la difficulté du rôle et l'effet troublant de son incarnation. Ce n'est pas un détail. Dans un biopic musical, si l'acteur principal ne convainc pas, tout s'écroule. Ici, même ceux qui reprochent au scénario son manque d'audace peuvent reconnaître que Jafar apporte une présence, une précision corporelle, une émotion familiale qui donne au film son centre de gravité. Le public réagit fortement à cela, parce qu'il ne regarde pas seulement une performance technique. Il regarde une sorte de transmission. Le neveu devient le corps de cinéma de l'oncle. Cela crée une émotion particulière, presque impossible à reproduire avec un acteur totalement extérieur. Et même si cette proximité soulève des questions sur la distance critique du film, elle donne aussi aux scènes musicales une charge affective très forte. On a parfois l'impression que la famille Jackson rejoue sa propre mémoire devant nous. Les scènes de concert jouent évidemment un rôle majeur dans le succès populaire. Elles offrent aux spectateurs ce qu'il attend d'un grand film musical, du mouvement, du son, du spectacle, une sensation presque physique. Dans une salle de cinéma, surtout avec un bon système audio, les chansons prennent une ampleur collective. On ne les écoute pas seul chez soi, on les partage avec des inconnus. Et cette expérience commune rappelle quelque chose que Michael Jackson savait faire mieux que presque tout le monde, transformer la pop en événement. Le box-office mondial confirme cette puissance. Le film ne marche pas seulement parce qu'il intéresse les États-Unis. Il marche parce que Michael Jackson appartient à une culture globale. L'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Partout, son image a circulé. C'est l'un des rares artistes dont la célébrité dépasse autant les frontières linguistiques. Même en France, où l'on aime parfois défendre une certaine exception culturelle, Michael Jackson reste une figure immédiatement reconnaissable, presque familiale pour des millions de personnes. Cette réussite commerciale pose cependant une autre question. Est-ce que le succès d'un film prouve qu'il a raison dans sa manière de raconter? Pas forcément. Le public peut aimer une œuvre pour son émotion, son énergie, sa musique, sans que cela règle les débats sur son point de vue. Michael est précisément dans cette situation. Il peut être un triomphe populaire et rester contesté comme objet historique. Les deux choses peuvent coexister. C'est même souvent le cas avec les grands biopics musicaux. Bohemian Rhapsody avait déjà montré cette tension. Le film sur Freddie Mercury avait été critiqué pour certains choix narratifs, pour sa simplification de plusieurs aspects de la vie du chanteur, mais il avait bouleversé le public et explosé au box-office. Elvis avait aussi suscité des discussions sur son style très spectaculaire, presque excessif, tout en relançant l'intérêt pour l'artiste. Michael s'inscrit dans cette lignée, mais avec une charge supplémentaire, parce que Michael Jackson n'est pas seulement une star disparue, c'est une figure dont l'héritage reste moralement
et émotionnellement disputé. Dans ce contexte, les réactions des fans deviennent elles-mêmes un phénomène. Beaucoup ne défendent pas seulement un film, ils défendent une mémoire. Ils veulent que l'artiste soit reconnu pour son génie, son travail, son influence, sa place dans l'histoire de la musique. Pour eux, les critiques qui insistent sur les omissions du film peuvent sembler injustes, comme si toute l'œuvre de Michael Jackson devait être réduite à ces zones sombres. Cette réaction est compréhensible, même si elle ne répond pas entièrement aux questions posées par les critiques. De l'autre côté, ceux qui demandent plus de complexité ne cherchent pas forcément à effacer la musique. Ils veulent que le cinéma ne transforme pas une vie réelle en simple célébration. Ils rappellent qu'un biopic a aussi une responsabilité, surtout quand il parle d'une figure aussi connue. Cette position est également compréhensible. Le problème, c'est que Michael Jackson oblige souvent les gens à choisir un camp, alors que la réalité demande peut-être de tenir plusieurs vérités à la fois. C'est peut-être là que la réception de Michael devient la plus révélatrice. Le film fonctionne comme un miroir. Les fans y voient la preuve que la magie est toujours là. Les critiques y voient les limites du biopic autorisé. Les spectateurs curieux y voient une porte d'entrée vers une histoire plus vaste. Les plus jeunes découvrent peut-être pour la première fois l'ampleur du phénomène. Les plus âgés retrouvent des souvenirs précis, parfois joyeux, parfois plus ambigus. Chacun regarde le même film, mais personne ne regarde exactement la même histoire. Et dans le paysage du cinéma de 2026, ce type d'événement compte beaucoup. À une époque dominée par les franchises, les suites et les univers partagés, un biopic musical capable de créer une telle mobilisation rappelle que les grandes figures culturelles peuvent encore rivaliser avec les super-héros. Mais cela rappelle aussi que la nostalgie seule ne suffit pas. Le public vient pour ressentir quelque chose. La critique demande à comprendre quelque chose. Et quand ces deux attentes ne se rejoignent pas totalement, le débat commence. Au fond, Michael réussit peut-être surtout à prouver que Michael Jackson n'est pas devenu un sujet du passé. Il reste présent, dans les chansons, dans les archives, dans les discussions familiales, dans les danses refaites sur les réseaux, dans les débats sur l'art et la morale, dans les salles de cinéma pleines. Son image n'est pas apaisée, elle continue de bouger, elle continue de provoquer des réactions contradictoires. Et c'est précisément ce mouvement qui explique pourquoi le film attire autant. La dernière partie devra donc prendre un peu de recul. Au-delà du succès, au-delà des critiques, au-delà du spectacle, que reste-t-il de Michael? Pas seulement le film, mais la figure qu'il tente de raconter. Pourquoi cet artiste continue-t-il de fasciner autant? Pourquoi son héritage reste-t-il si puissant et si compliqué? Et surtout, que dit ce biopic sur notre manière actuelle de regarder les icônes, avec admiration, méfiance, nostalgie, et parfois un besoin presque impossible de vérité complète? Au moment de quitter Michael, il reste une sensation étrange. On a vu l'enfant prodige, la famille, la scène, la discipline, le travail, la transformation, la solitude, les débats autour du film. Et pourtant, quelque chose échappe encore. C'est peut-être normal. Certaines vies ne se laissent pas refermer proprement, surtout quand elles ont été vécues sous les yeux du monde entier. Michael Jackson fait partie de ces figures que l'on croit connaître, mais qui deviennent plus complexes dès qu'on s'approche. Son héritage est immense, et personne ne peut sérieusement le nier. Dans la musique populaire, il a changé la manière de penser une chanson, un clip, une chorégraphie, une tournée, une apparition télévisée. Il n'était pas seulement un interprète avec une voix reconnaissable. Il était un créateur d'images. Un artiste qui comprenait que la pop moderne ne se contenterait plus d'être entendue. Elle devait être vue, rejouée, copiée, mémorisée. Elle devait devenir une expérience complète, presque cinématographique. Quand on regarde les artistes d'aujourd'hui, son influence est partout, parfois de manière évidente, parfois de manière plus souterraine. La danse millimétrée, le clip événement, le concert conçu comme un récit visuel, le mélange entre vulnérabilité intime et puissance spectaculaire, tout cela porte encore quelque chose de Michael Jackson. Même ceux qui s'en éloignent artistiquement travaillent dans un monde qu'il a contribué à fabriquer. C'est la marque des figures vraiment importantes. Elle ne laisse pas seulement des œuvres, elle modifie les règles du jeu, mais son héritage n'est pas simple. Et c'est précisément pour cela qu'il continue de provoquer autant de conversations.
Certains artistes deviennent des monuments consensuels avec le temps. On les célèbre, on les cite, on les installe tranquillement dans l'histoire. Michael Jackson, lui, reste instable dans la mémoire collective. Il est à la fois une icône musicale et une figure controversée, une source de joie pour des millions de personnes et un sujet de malaise pour d'autres. Un génie artistique, mais aussi un nom entouré de questions graves que le public ne reçoit pas tous de la même manière. Cette tension rend le film Michael particulièrement révélateur. Il ne raconte pas seulement une vie, il montre notre difficulté actuelle à regarder les icônes du passé. Pendant longtemps, la culture populaire aimait séparer l'artiste et l'œuvre assez facilement. On célébrait les chansons, les performances, les records, et le reste restait à côté. Aujourd'hui, cette séparation est beaucoup plus discutée. Les spectateurs veulent savoir qui ils applaudissent. Ils veulent comprendre le contexte. Ils ne veulent plus forcément que le spectacle efface les zones d'ombre. Et en même temps, les émotions ne disparaissent pas sur commande. Une chanson aimée pendant l'enfance ne cesse pas soudainement d'exister parce que l'adulte apprend des éléments plus complexes sur l'artiste. Un souvenir de danse, de fête, de famille, de télévision garde sa force. C'est cela qui rend Michael Jackson si compliqué à situer. Son œuvre est profondément liée à la vie intime de millions de gens. Pour certains, elle représente la joie pure. Pour d'autres, elle est devenue impossible à écouter de la même manière. Entre ces deux réactions, il n'y a pas une réponse unique qui conviendrait à tout le monde. Le film semble parfois vouloir retrouver la magie avant tout, et on peut comprendre pourquoi. La magie, chez Michael Jackson, est réelle. Elle n'est pas seulement fabriquée par la nostalgie. Quand on voit la précision d'un mouvement, la construction d'un refrain, l'invention d'un univers visuel, on comprend pourquoi le public a été captivé. Il y a là un talent énorme, un sens du spectacle rare, une ambition artistique qui dépasse largement la simple célébrité. Réduire Michael Jackson à ses controverses serait oublier la puissance de ce qu'il a créé. Mais faire l'inverse serait tout aussi incomplet. Réduire Michael Jackson à un conte de génie blessé, sans affronter ce qui rend son héritage difficile, serait trop confortable. C'est pour cela que le spectateur doit peut-être accepter une position moins simple. On peut reconnaître l'importance historique d'un artiste tout en gardant une conscience critique. On peut être bouleversé par une performance tout en se demandant ce que le film laisse hors champ. On peut aimer une chanson et ne pas vouloir transformer cette émotion en innocence automatique. C'est peut-être la plus grande question que Michael laisse derrière lui. Comment regarder une icône quand l'icône est fissurée? Pas détruite, pas intacte non plus. Fissurée. Et dans ces fissures, chacun voit quelque chose de différent. Les fans voient souvent l'injustice d'une légende trop attaquée. Les critiques voient les risques d'un récit trop protecteur. Les historiens de la pop voient un artiste central pour comprendre la culture mondiale de la fin du XXe siècle. Les spectateurs ordinaires, eux, naviguent entre souvenirs, plaisir, gêne, admiration et doute. La possibilité d'une suite ajoute encore une couche à cette conversation. Comme Michael se concentre surtout sur l'ascension et la période qui mène à la domination mondiale, une partie de la vie reste forcément en dehors du cadre. Or, les années suivantes sont les plus complexes, les plus médiatisées, les plus difficiles à raconter. Si un second film devait exister, il entrerait dans une zone beaucoup plus brûlante. Il ne pourrait plus se contenter de montrer la naissance du mythe. Il devrait affronter le moment où le mythe commence à se fracturer publiquement. Et là, le défi serait encore plus grand. Comment raconter les dernières décennies de Michael Jackson sans tomber dans le sensationnalisme? Comment parler des accusations, des procès, de la pression médiatique, de la santé, de la solitude, de la préparation des derniers concerts sans transformer une vie réelle en spectacle morbide? Comment respecter les personnes concernées, les faits connus, les zones de désaccord, tout en construisant un film qui reste du cinéma? Ce serait un terrain beaucoup plus dangereux que celui du premier film. Peut-être que c'est pour cela que Michael, même avec ses limites, choisit d'abord l'origine. L'enfance, l'ascension, le travail, la création de l'icône. Ce choix permet de raconter une partie plus fédératrice, plus musicale, plus accessible, mais il laisse aussi le spectateur avec une impression d'inachevé. Pas forcément parce que le film échoue, mais parce que la vie qu'il aborde est trop vaste. On quitte le film avec la sensation d'avoir vu un chapitre majeur,
pas le livre entier. Cette sensation peut frustrer. Elle peut aussi donner envie de réfléchir davantage. Et c'est là qu'un biopic peut avoir une valeur, même lorsqu'il ne répond pas à tout. Il peut rouvrir une conversation. Il peut pousser des spectateurs à revoir des concerts, à lire des articles, à écouter les albums différemment, à interroger leur propre rapport à la célébrité. Il peut rappeler que derrière les images que l'on consomme facilement, il y a des êtres humains, des familles, des industries, des choix, des blessures. Michael Jackson reste aussi une figure centrale pour comprendre la violence de la célébrité moderne. Avant les réseaux sociaux, il vivait déjà sous une forme de surveillance permanente. Les tabloïds, les caméras, les rumeurs, les émissions, les paparazzis construisaient autour de lui une cage médiatique. Aujourd'hui, cette logique s'est généralisée à beaucoup d'artistes, parfois même à des gens ordinaires devenus soudainement visibles. En ce sens, son histoire annonce quelque chose de notre époque. Elle montre ce qui arrive quand l'image publique devient plus grande que la personne privée. Et c'est là que le film touche à une question qui dépasse la musique. Pourquoi avons-nous besoin d'icônes? Peut-être parce qu'elles nous donnent des images plus grandes que la vie. Elles concentrent nos rêves, nos souvenirs, nos contradictions. On les admire parce qu'elles semblent atteindre quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre. Mais ensuite, quand leur humanité réapparaît, quand leurs failles deviennent visibles, nous ne savons plus toujours quoi faire. Nous voulons le mythe, mais nous voulons aussi la vérité. Et parfois, les deux ne s'accordent pas facilement. Dans le cas de Michael Jackson, cette contradiction atteint un niveau exceptionnel. L'artiste a créé des moments de joie collective presque universels, mais l'homme derrière l'artiste reste entouré de récits qui ne se résolvent pas simplement. Voilà pourquoi sa place dans la culture reste si particulière. Il n'est pas seulement célébré, il est débattu. Il n'est pas seulement écouté, il est réévalué. Il n'est pas seulement regretté, il est interrogé. Alors que reste-t-il après Michael? Il reste d'abord la musique, évidemment. Ces chansons qui continuent de circuler, de faire danser, de réveiller des souvenirs, de traverser les générations. Il reste aussi l'image d'un travailleur acharné, d'un artiste qui a poussé la performance populaire à un niveau de précision rarement atteint. Il reste la performance de Jafar Jackson, qui donne au film son émotion principale et son étrange effet de retour familial. Il reste les débats sur ce que le film montre et ce qu'il évite. Et il reste cette question qui ne disparaît pas. Peut-on vraiment raconter une légende sans la simplifier? Peut-être que la réponse est non. Peut-être qu'un seul film ne peut jamais raconter une légende entière. Il peut seulement éclairer un angle, ouvrir une porte, proposer une émotion. Michael choisit de nous ramener vers la naissance d'une icône, vers le moment où un enfant, une famille et une industrie construisent quelque chose de gigantesque sans encore mesurer tout ce que cela coûtera. Ce choix donne au film sa force, mais aussi sa limite. Et finalement, c'est peut-être une manière honnête de quitter cette histoire. Ne pas prétendre à avoir tout compris, ne pas prétendre à avoir tout résolu. Garder l'émerveillement devant l'artiste, mais garder aussi la lucidité devant la complexité de l'homme et de son héritage. Michael Jackson a voulu faire croire au public que l'impossible pouvait devenir un pas de danse, une note tenue, une lumière sur scène. Le film Michael nous rappelle que derrière cet impossible, il y avait une vie réelle, fragile, disputée, immense. Et si cette histoire continue de nous hanter, c'est peut-être parce qu'elle parle d'un rêve que nous aimons tous regarder de loin, être aimés par le monde entier. Mais elle nous montre aussi l'autre côté de ce rêve. Le prix, la solitude, la pression, les questions qui restent. Michael Jackson a fait danser la planète, oui, mais son histoire nous demande encore, longtemps après la dernière chanson, ce que nous faisons des artistes quand ils deviennent plus grands que les êtres humains qu'ils sont vraiment.